Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le vendredi 6 juin 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Les gars, c'est le giga bordel. Je me suis absenté là 3-4 jours. Il s'est passé tellement de choses, les gars, que ce soit au niveau politique, au niveau de Trump, au niveau de Musk. Ils ont foutu un bordel pas possible hier, avec juste des embrouilles un peu de gamins au final, où ils arrivent pas à se mettre d'accord sur certaines choses. Du coup, ça monte direct dans les tours et ils se balancent des pics dans tous les sens avec des trucs quand même assez graves, vous allez voir. Ce qui fait du coup pas mal bouger les marchés. Mais bon, ce qui est surtout intéressant là sur ce qu'on a sur les marchés à court terme, c'est la structure qu'on est en train de former sur BTC et même ETH. Vous allez voir que BTC il est en train de former une structure en daily et du coup une épaule tête épaule qui est très moche en fait et qui est souvent une structure que on va casser à la baisse, qu'on a déjà fait du coup hier avec la clôture de lit. Et donc on pourrait avoir une target à aller viser vers les 95 000 $ sur BTC. Donc plutôt une baisse à envisager. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer que je me positionne plus en short qu'en long sur BTC. Mais vous allez voir aussi que, comme dans chaque direction de marché, on ne sait jamais sûr à 100% qu'on va baisser. Et du coup, on a des points, vous allez voir, qui peuvent nous laisser penser qu'on pourrait aussi avoir un short squeeze, qui serait possible. Et donc avoir un BTC qui est plutôt retourne sur ETH. Donc on a un peu les deux points de vue. Je vais vous montrer qu'est-ce que je privilégie et pourquoi. Et vous allez voir aussi sur Ethereum, c'est hyper intéressant parce qu'on a malheureusement cassé la structure qu'on avait en daily qui était super bullish. Par contre, en H4, on reste bon par rapport au plus bas qu'on a fait. Et pareil, au niveau des data on-chain, au niveau des murs de vente ou des liquidations, vous allez voir que ça a pas mal bougé aussi. Et on a un ETH surtout qui arrive à plutôt bien tenir pour l'instant face à BTC. Et ça, c'est plutôt bon. Donc voilà, pas mal de choses à voir. C'est pour ça qu'on commence directement sur Twitter. Alors, je vais pas vous faire tout l'histoire qu'il y a eu entre Trump et Musk parce qu'en réalité, c'est tout ce qu'il faut en tirer de ces histoires. C'est que Trump et Musk se sont pas retrouvés sur les mêmes points de vue par rapport à certaines choses qu'ils voulaient mettre en place. Et du coup, au lieu d'essayer de discuter, de négocier, forcément, il y en avait un des deux, je pense que c'était plutôt Trump, qui était réticent à ça et qui du coup voulait imposer son truc. Et vu que tous les deux, c'est des mecs qui ont sûrement beaucoup d'ego et c'est des mecs qui veulent faire en fait ce qu'ils ont en tête et pas suivre plus ou moins les autres, et en fait, quand tu mets deux mecs comme ça ensemble, ça peut faire des très bonnes choses s'ils sont alignés sur les mêmes points de vue, mais il suffit qu'il y ait un petit écart d'alignement par rapport à ce qu'ils veulent faire, et forcément, ça explose, quoi. Et t'en as aucun qui va lâcher l'autre. Et du coup, au final, c'est monté crescendo comme ça durant hier où c'était un peu n'importe quoi. On a du coup Musk qui est venu, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais qui est venu demander des choses à Trump, qui a refusé, etc. Donc Trump s'est énervé. Ensuite, un président Trump qui a dit que Elon est parti, il est devenu fou complètement. Et après, t'as Elon derrière qui a surenchéri en disant plein de trucs par rapport à Trump, mais il a surtout dit qu'il allait lâcher une grosse bombe et il a dit que Trump figurait dans les dossiers de Epstein. C'est l'île que Epstein avait où il y avait plein de personnalités assez connues qui y allaient pour faire des trucs vraiment bizarres avec des choses de viol, pédophile. Enfin bref, c'était très sombre. Et en gros, il y avait toute une liste qui devait être rendue publique par rapport aux gens qui étaient allés sur ce île-là. Et cette liste n'a jamais été rendue publique parce que Trump dit que le nom de Trump, du coup, enfin Elon Musk dit que le nom de Trump figure sur cette liste et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont pas rendu public. Et c'est vrai que ça pourrait être possible en fait. Connaissant le personnage Trump, franchement, ça m'étonnerait même pas. Et le truc, c'est que là, c'est des accusations qui sont quand même très graves, quoi. Parce que si Trump, il est vraiment sur cette liste-là, il a vraiment fait des choses pas ouf sur ce style-là, ça remet beaucoup de choses en question par rapport à lui et par rapport à sa légitimité à être président, des US. Donc, voilà, Musk, il a lâché quand même un bon gros truc. Forcément, ça va être, ça risque de passer à la trappe parce qu'en fait, Trump, il va nier tout ça. Et derrière, la liste risque de ne pas être publique aussi, hors du public, mais il y aura quand même l'entièreté du monde, quoi, a cette idée en tête que ça, c'est possible que Trump ait fait ça, quoi. Bon, bref, c'est le bordel. Forcément, les marchés, ils aiment pas du tout, parce que quand t'as deux gros personnages comme ça, qui tiennent un peu les marchés par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et que les deux sont en méga embrouille, et que du coup, ça se lance des pics dans tous les sens, forcément, les marchés, ils aiment pas l'incertitude, donc ça chute à court terme. J'ai vu pas mal de gens qui partageaient le fait que, en fait, c'était plutôt une distraction, et que Trump et Musk, faisait ça exprès pour créer une distraction, pour faire passer quelque chose d'autre en douce par derrière. Personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est juste les gars, deux humains normales, enfin pas normales, mais qui ont beaucoup d'ego et qui du coup ont des embrouilles et des moments de cohésion un peu comme n'importe quel humain au final. Sauf que eux, vu qu'ils sont très hauts et qu'ils ont l'habitude que tout le monde les écoute, et quand ils sont face à quelqu'un qui les écoute moins et qui veulent eux aussi faire chacun leur truc, forcément ça passe pas. Bon, et du coup sur BTC, qu'est-ce qu'on a? On a eu un joli bordel qui s'est créé. Ça c'était avant, donc il y a quelques jours avant qu'on ait eu tout ce barouf sur Trump et Musk. On avait donc ce niveau, vous voyez, le niveau des 102 000 $ qui était hyper intéressant. En gros, je dis, moi je surveille vraiment cette zone, parce que on commence à avoir une sorte d'épaule, épaule qui commence à se créer, mais bon, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais surtout, on avait cette ligne des 102 000 qui est hyper important, parce que vous voyez, c'est l'ancien plus bas qu'on avait fait là. Et donc, le fait de passer en dessous de ça, en fait, on casse un peu la dynamique haussière qu'on avait sur BTC. Donc c'était vraiment le niveau à surveiller. Derrière, j'explique que si jamais on casse les 102 000, ce qu'on pourrait viser, c'est les 92, même en réalité un peu plus au-dessus, plus vers les 95 000 $. Mais pour l'instant, tant qu'on venait pas à ce niveau-là, personnellement, je prenais pas de position et j'étais juste dans l'attente de voir ce qui se passe. Bon, et du coup, avec les news qu'on a eu hier, ça a pas loupé et vous voyez, bam, on a une énorme bougie rouge
qui nous a quand même fait chuter en dessous des 100 000 $. Donc ça a vraiment, vraiment poussé fort à la baisse. Alors c'est pas non plus voilà le break de l'année à la baisse, mais c'est quand même une jolie bougie rouge. Et du coup, on valide, vous voyez, cette épaule, tête, épaule qu'on avait ici avec, en fait, une épaule, tête, épaule. Donc c'est une première épaule ici, une tête ici, une deuxième épaule. Et le truc, c'est qu'en général, faut prendre le bas de l'épaule qu'on a ici, de la première épaule. Et si on break ça par le bas, par rapport à la clôture daily, donc au niveau de la structure qu'on a au niveau de l'épaule, tête, épaule qui est en daily, et là, du coup, on a une cassure qui fait que logiquement, c'est baissier et on va aller chercher, vous voyez, les 94, 95 000 $ à la baisse. Comme d'hab, ça reste une carte chartiste. Du coup, c'est pas sûr à 100%, c'est pas parce qu'on l'a validé et que tout est bon que ça va forcément marcher. Ouais, ça dépend des news, ça dépend des liquidations, ça dépend des data on-chain, de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va mélanger et que je vais expliquer un peu tous les points qui sont pour ou contre ce genre de pattern. Mais en tout cas, on l'a bien validé. Vous voyez, on a bien validé la cassure de l'épaule, tête-épaule à la baisse. Et derrière, on a un rebond aujourd'hui qui est quasi aussi gros que la bougie qu'on a eu hier. Et ça va être super intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il va falloir vraiment regarder où se situe la clôture daily. Si vous voyez qu'on a une clôture daily qui est au-dessus de celle d'hier, donc au-dessus des ici, donc à peu près 104 800 $, ça doit être un truc comme ça. Et c'est-à-dire on a sur une bougie d'avalement baissière au niveau de la hausse, et donc ça c'est plutôt haussier. Inversement, si on a une clôture daily qui est plus basse que celle-là, on reste plutôt dans une dynamique qui est baissière. Bon, ça c'est un petit truc à ajouter en plus, pas non plus une certitude. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de volatilité. Donc ouais, on voit qu'on baisse très fort, on remonte très fort. C'est dû au fait que le marché réagit très fortement à court terme aux news qu'il y a. Et vu que dans un premier temps, on avait Trump là qui disait que il était en très bonne liaison avec la Chine, ça commence à repartir. Finalement, on a Trump et Musk qui se foutent sur la gueule, du coup, bam, ça rechute. Là, finalement, bon, ça va un peu mieux, du coup, bam, le marché remonte, mais ça peut se repartir à la baisse très fort aussi si on a de nouveau une petite embrouille qui arrive sur autre chose. Mais si on prend uniquement au niveau chartiste par rapport à la figure qu'on a, c'est plutôt baissier. Et donc, c'est ce que j'explique dans mon tweet. Vous voyez, j'ai un billet qui est plutôt baissier depuis hier. Je vous explique pourquoi. Donc, la première chose, voilà, c'est l'épaule, tête, épaule. La deuxième chose à prendre en compte, super intéressante, c'est les murs de vente. Et là, les murs de vente, ils sont costauds, ils sont vraiment costauds. Si on regarde un peu, on va les voir après aussi, mais ouais, jusqu'aux 109 000 $, on a quand même pas mal de murs. Je vous rappelle, ça, c'est donc les ordres de vente qui sont positionnés sur BTC. Dès que le cours va toucher, vous voyez, en jaune, un ordre de vente, c'est-à-dire que on va avoir, par exemple, je sais pas si on a 500 BTC, c'est-à-dire qu'on va avoir 500 BTC qui vont être vendus à ce niveau-là. Et donc, en général, c'est souvent des zones où le cours va avoir du mal à passer parce que voilà, il y a un ordre de vente qui est enclenché. Et donc, c'est souvent là où on peut avoir un retournement du cours et qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Et plus on en a, plus c'est dur à passer. Voilà, tout simplement. Et on voit que sur les 109 000, on en a un, mais on en a surtout énormément les 107 000 et 107 500, vous voyez, dans cette zone-là. Et cette zone-là, elle est hyper importante parce que les 107 000, c'est l'ancien plus haut qu'on a ici, vous voyez. Si on regarde bien, je vous montrerai après sur TradingView, mais le plus haut qu'on a ici au niveau de la mèche, c'est 107 000. Et du coup, en fait, si le cours, on l'a rebondi, il vient chercher un plus haut, on a énormément de murs qui nous attendent ici. Donc, on risque de pas les passer et se faire rejeter. Et en fait, si on s'est rejeté avant les 107 000, en fait, on fait pas de nouveau plus haut par rapport ici, et du coup, on garde cette épaule, tête, épaule, voilà, à la baisse, et donc on reste sur une dynamique qui est baissière. Donc ça va plutôt dans le sens, et surtout que c'est des murs d'achat qui sont de vente qui sont quand même assez importants, avec on ira voir après, mais c'est 600, 500, 400 BTC, c'est quand même pas mal. Mais du coup, tout ça va plutôt dans le sens de avoir voilà un rebond actuellement sur Bitcoin pour ensuite avoir une chute plus forte. Le dernier point, bon que voilà, je l'ai expliqué, mais c'est les embrouilles entre Trump et Musk, le fait qu'on a un climat hyper instable à court terme, crée de l'incertitude, donc le marché n'aime pas. Par contre, voilà, comme à chaque fois, on a toujours la même chose en fait. C'est très rare d'avoir toutes les indications, tous les indicateurs qui nous donnent à 100% que c'est bullish ou bearish. C'est toujours mitigé, il y a toujours des points qui sont bullish et d'autres bearish. Après, c'est à nous de faire le mélange et le mix entre les deux pour savoir est-ce que c'est plutôt bullish ou bearish dans l'ensemble. Pour les points qui me font douter, donc la première chose, c'est les liquidations. Mais les liquidations, c'est pas aussi gênant que ça peut l'être. C'est-à-dire que les murs, par exemple, d'ordre, ici à la baisse, les murs de vente à la hausse au-dessus de nous, je trouve que c'est beaucoup plus impactant que d'avoir des liquidations à aller chercher au-dessus de nous. En gros, les liquidations, donc c'est donc tous les trades qui ont été posés, et ces trades-là, ils ont des zones de liquidation, soit en dessous ou au-dessus, si il y a eu des longues ou des shorts. Et le cours aime bien venir chercher en général ces liquidations pour sortir un maximum du marché, nettoyer le marché, avant de prendre une autre direction. Mais le truc, c'est que les liquidations, elles peuvent attendre. C'est-à-dire que là, on peut avoir des liquidations ici à 111 000 et le cours peut très bien descendre à 94 000, prendre son temps, et les liquidations s'accumulent au-dessus et en fait, on va aller chercher plus tard. Ça, c'est pas impossible. Donc, les liquidations qui sont ici à 111 000, elles sont plus importantes. Vous voyez, si on regarde, on a quand même plus de liquidations qui sont positionnées en haut à 111 000 que de liquidations qu'on a en dessous jusqu'aux 95 000. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait se dire, le cours, il va priorité aller chercher les liquidations vers le haut. Mais il peut très bien faire les deux. C'est-à-dire, il peut très bien d'abord venir chercher les 95, nettoyer tout ça, et ensuite aller chercher les 111 000. Donc, c'est un point qui est un peu contre le scénario bearish, mais c'est pas, c'est pas non plus un gros point, je trouve. Mais quand on combine ça avec les funding, là, c'est un peu plus complexe, en fait. Et c'est les deux points combinés qui me font un petit doute par rapport au scénario bearish, là, que j'explique sur BTC. Parce qu'en fait, les funding, ils sont en négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on a plus de gens qui short que de gens qui long. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un BTC qui a genre 6-7% de son ATH, donc on est quasi sur les plus hauts, et on a les fundings en négatif. Les gars, je crois que j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est tellement rare d'avoir autant de gens qui shortent et autant de gens qui ne croient pas à ce mouvement, alors qu'on est quasi vers un ATH. Et ça, pour du court terme, ça va pas trop dans l'autre sens d'un scénario bearish. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de gens qui shortent et on a beaucoup de liquidations. On a plus de liquidations au-dessus de nous. Donc, de ce constat-là, en général, le cours, il va vouloir pousser à la hausse par les short squeeze, en fait, tout simplement. Et pour aller sortir tous ces shorts qui sont en haut. Et, punir, les shorts qui sont plus présents que les longues. Et en général, le marché, il va souvent faire l'inverse, où, voilà, s'il y a plus trop de longues, il va aller à la baisse pour punir les longues. S'il y a trop de shorts, il va monter à la hausse pour sortir les shorts. Mais comme d'hab, là aussi, on peut très bien avoir un cas où on a beaucoup de shorts, des fundings en négatif, et le cours descend quand même, et il donne raison quand même aux shorters. Mais c'est vrai que ça arrive moins souvent. En général, le cours va plutôt punir les shorts ou les longues que les récompenser. Donc il y a ces deux points-là qui me gênent un peu par rapport au scénario bearish. Après, ce que je veux dire aussi par rapport au funding, c'est très très bien, parce que personnellement, je pense pas, j'ai vu pas mal de gens parler le fait qu'on est sur le top du bull run, et là on est en train de faire notre double top un peu, notre M, comme on avait fait en 2021, et que là ça y est, c'est le top du bull run, et là on va partir en bear market. Personnellement, moi, ça, j'y crois pas du tout, parce que, en fait, avoir un top de bull run avec des fundings en négatif, ce serait vraiment du jamais vu. Je crois que c'est jamais arrivé. Et en fait, ça voudrait dire que on a eu un top de bull run avec zéro euphorie. Et donc, ça veut dire que la masse, donc les particuliers, auraient raison. Ce serait la première fois de l'histoire, je crois, qu'on aurait un top où les particuliers auraient raison, en fait, par rapport au top de marché. Et en général, les tops de marché, on les a beaucoup plus sur des moments euphoriques où les fundings sont assez hauts. Donc, ça peut être pris comme une bonne news sur le fait que le top de bull run n'est sûrement pas pour tout de suite. Moi, du coup, mon plan dans tout ça, en prenant en compte tout ça, personnellement, je vais quand même essayer de jouer cet scénario à la baisse, parce que je trouve que l'épaule tête épaule est vraiment bien dessiné. Et derrière, surtout, moi, je joue plus le fait qu'on a ces gros murs de vente qui sont positionnés ici, que le fait qu'on aille chercher un short squeeze. Mais voilà, c'est quand même un trade qui est assez compliqué. C'est pour ça que je pense mettre un stop loss très serré. Je suis pas encore rentré. Mon objectif, ce serait de rentrer sur les 105 000 environ, avoir une entrée vers les 105 000 $, et avoir un stop loss super serré vers les 107 500 $, vous voyez, pour être juste au-dessus des murs de vente, et être juste là, et du coup me positionner au-dessus de l'ancien plus haut qu'on a là. Et donc si on rebondit comme on le fait actuellement, mais on fait pas de nouveau plus haut, du coup mon trade passerait, et après j'essaierai de TP vers les 95 000 $. Donc moi, ça, c'est ce que je vais essayer de jouer durant les prochains jours, durant la prochaine semaine. Après, derrière, voilà, j'ai pas une certitude si ou pas ça va passer, mais c'est ce que je vais essayer de jouer de mon côté. Bon, ensuite, je peux vous montrer quelques indicateurs, quelques données qui vont dans le sens de ce que je vous ai expliqué là juste avant, et qui sont, je trouve, plutôt intéressantes. La première que j'ai, c'est celle-là. C'est la visualisation des zones où les investisseurs ont été actifs. Alors, super intéressant. C'est pas une data qu'on a l'habitude de voir. En gros, donc, toutes les zones avec les pics en vert, ça représente les zones en profit. Et du coup, en général, quand on revient sur ces zones, les investisseurs, ils sont poussés à acheter, en fait, ces prix-là, défendre leur prix pour rester, en fait, en positif. Donc, pour faire simple, les zones en vert, c'est plutôt les zones qui devraient être achetées un peu par le marché. Inversement, les zones en rouge, plutôt des zones de résistance où on pourrait avoir plus de ventes sur ces niveaux-là. Et ouais, c'est hyper intéressant parce que la target que je vous donnais là sur l'épaule tête épaule a été vers les 94, 95, vous voyez, dans cette zone-là. Vers les 93, 94 000, on a des pics qui sont énormes. C'est les plus hauts pics qu'on a. Et derrière, il y a rien. Vous voyez, genre de 93 là jusqu'à 85, il y a que dalle. Donc là, c'est vraiment le trou. Donc c'est pour ça que si jamais on vient à chuter à casser cette épaule tête épaule et à valider, je pense qu'on aura vraiment un bottom vers les 93, 94, ça paraissait logique. Après, vous voyez, il y a quelques autres pics, mais beaucoup moins importants. Vous voyez, 103 000, 101 000, sont quand même moins importants. Et ce qui est super intéressant, c'est au niveau des niveaux qui devraient être des résistances et qui devraient être vendus. C'est, regardez, c'est 106 000, 108 000. Donc, c'est pile là où je vais mettre mon stop loss. C'est pile, où le niveau que je vise, qu'on ne devrait pas dépasser. C'est-à-dire que moi, je mets mon stop loss à 107 500 $. Donc, c'est à peu près dans cette zone qui devrait être logiquement vendue. Et en réalité, je devrais même mettre mon stop loss au-dessus des 108 000 parce que c'est une zone qui va être logiquement pas vendue. Donc, à voir. Après, ça reste une donnée comme une autre. Mais je trouvais ça intéressant de vous la montrer par rapport au contexte actuel. Autre donnée, qui peut être aussi un peu combinée à ça, même si elle est beaucoup plus légère. Donc, je vous conseille de la prendre avec des pincettes. C'est l'open interest sur BTC. Il a atteint récemment, ces niveaux les plus hauts jamais atteints. On a eu 38 milliards de $. C'est un record. On n'a jamais été aussi haut. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de positions qui sont ouvertes sur le marché. Et que du coup, les marchés dérivés, donc tous les futurs, avec lesquels on trade, en fait, ils ont pour l'instant un impact qui est assez important sur le marché. Et donc, de ce point de vue-là, on peut prendre en compte le net tracker volume qui représente le comportement des traders sur le marché. Et en fait, ça compare les volumes short et long. Donc, c'est une moyenne en fait sur 30 jours. Et en fait, quand on passe dans le vert, ça représente le volume qui est beaucoup plus important du côté des longs. Quand on passe dans le rouge, le volume qui est plus important du côté des shorts. Et ce qui est intéressant, alors ce graphe, vous voyez, il est pas à jour là depuis aujourd'hui, mais il est à jour depuis
fin mai. Donc depuis, ça fait une semaine, ouais, qu'on l'a mis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on avait le volume qui est passé plus en faveur du côté des shorts depuis une semaine. C'est-à-dire que le volume de shorts reprenne le dessus, ce qui est du coup un sentiment plutôt bearish à court terme sur les marchés dérivés. Et ça a pas loupé, parce que, vous voyez, depuis une semaine, depuis que on a eu les shorts qui sont revenus en volume plus fort que les longues, ben on a le marché qui a suivi derrière à la baisse. Donc à surveiller, et ça c'est une donnée qu'on vous repassera là en vidéo quand ça repassera bullish ou inversement quand ça repassera en short comme on l'a actuellement. Donc voilà pour BTC. Rapidement sur Ethereum, je voulais vous faire aussi le petit récap que j'ai fait sur Twitter là. On avait cette structure sur Ether qui était en place, qui était vraiment bullish. Ça c'est vraiment le genre de structure très bullish où en fait c'est une sorte de triangle ascendant. On a la base haute qui est horizontale et la base qui est en diagonale comme ça, surtout dans une tendance haussière comme ça. Et le but c'est de venir casser ça à la hausse. Et finalement, on l'a complètement break à la baisse. Ce qui est un peu chaud, c'est que là en fait ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on break à la baisse. Et rappelez-vous quand on a un support comme ça, on break à la baisse et que derrière on revient tester en tant que résistance pour se faire rejeter beaucoup plus fort. Donc ça c'est très moyen. Après derrière, que je trouve hyper pertinent sur Ethereum, enfin plutôt bullish sur Ethereum, c'est pareil, on a des murs d'achat, aussi à l'inverse de BTC, au lieu d'avoir des murs de vente, on a des murs d'achat, donc c'est-à-dire qu'on a des ordres qui sont positionnés pour acheter des Ethereum à ces niveaux-là, jusqu'à $2250 qui sont vraiment importants. Ça peut être du spoofing, c'est-à-dire que ça peut être des faux ordres qui peuvent être enlevés, mais pour l'instant ils sont là depuis quelques temps, donc à surveiller si on redescend, mais il y a des ordres vraiment importants qui pourraient soutenir le cours si jamais on a une baisse un peu trop forte. Et deux derniers points que j'ai, alors c'est sur toujours le graphe d'Ethereum, je vous montre après sur TradingView, mais quand on se met en H4, on s'aperçoit que, en fait, on n'a pas fait le plus bas. Voyez, on a eu le plus bas ici. Et là, en fait, on a fait un plus bas en 4 heures, mais qui est pas plus bas que l'ancien plus bas. Donc, en fait, on reste dans une sorte de range pensant on n'a pas cassé, en fait, le plus bas qu'on a fait en 4 heures. Donc, ça, c'est pour le 4 heures. Et surtout, ETH BTC. Regardez ça. Ça, c'est la courbe, donc, de la performance de ETH face à BTC. Et on est super solide. C'est-à-dire qu'on a un ETH qui reste encore très solide face à BTC. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, on n'est plus dans cette dynamique de ETH fait que sous-performer BTC. Donc, on va voir si ça tient. Mais pour l'instant, voilà, sur les dernières semaines, ça demande plutôt bien une performance d'Ethereum qui est pas mieux que celle de BTC, mais qui en tout cas tient face à BTC. Allez, on passe sur les datas rapidement. Je voulais vous montrer ça, les liquidations. Les gars, c'était monstrueux. Je sais pas si vous voyez ici. Non, mais les gars, c'est n'importe quoi. 1 milliard de dollars en 24 heures. Alors, sur des mouvements de break, sur des mouvements de gros chutes, c'était régulier. On peut avoir souvent des 1 milliard de dollars. Mais là, on n'a pas fait non plus une bougie on a fait une grosse bougie à baisse, mais c'était pas non plus une bougie de moins 20%, moins 10% comme on peut connaître. Là, ça restait quand même quelques pourcents, c'était pas non plus dramatique. Et derrière, on a chopé 1 milliard de dollars de liquidation, principalement des longues. Et ça montre à quel point, l'open interest est haut, ça montre à quel point le nombre de gens qui se positionnent sur le marché et qui du coup sont liquidés rapidement. Donc ça fait peur. Les funding, je vous l'ai déjà montré, mais les funding, en négatif. Donc ça veut dire c'est abusé, mais ça veut dire qu'on a plus de shorts que de longues. Donc ça, attention aux short squeeze qui pourraient arriver. Pareil, au niveau de liquidation que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, quand on se met en 2 semaines, c'est encore plus flagrant. Les liquidations qu'on a ici. Et en fait, c'est un peu le piège que, on pourrait remonter, liquider tous ces shorts-là avec un plus de funding en négatif pour faire le short squeeze. Mais personnellement, moi, je joue pas scénario, je joue plutôt le scénario du rebond qui, chute plus bas en prenant en compte le fait que, on a tous les ordres de vente qui sont positionnés ici. Et les liquidations, même s'il y en a pas mal ici, c'est pas grave. On peut les laisser et revenir les chercher, plus tard, quand on remontera. Allez, rapidement, je vous l'ai déjà montré sur Twitter, mais je vous le repasse ici pour regarder précisément où est-ce que c'est les murs de vente qu'on a au-dessus de nous sur BTC. Donc, vous voyez, là, on a bien monté, on n'avait pas grand chose, on avait quelques murs, mais c'était assez vide. Du coup, le rebond a pu se faire assez facilement. Et derrière, là, on commence à attaquer le gros, en fait, des murs sur BTC. Vous voyez, là, déjà, on a 400 BTC. C'est vraiment pas mal sur les 106 300 $. Et après, dès qu'on arrive à les 107 000, là, c'est le festival. Vous voyez, on a 450 BTC. Là, c'est 442 BTC. Là, 660, les gars, 660 BTC. C'est énorme. Et, au-dessus, après, ça va jusqu'à 109 000 $, où là, on a 420 BTC. La majorité de nos ordres sont ici. Et en réalité, c'est plutôt bien positionné parce que c'est, l'ancien plus haut qu'on a là. Et du coup, ce niveau est hyper important parce qu'en fait, venir ici et se faire rejeter, au maximum, en fait, on monte là ou même ici, là où on est, on s'est rejeté, on garde sa dynamique baissière. Par contre, faire un plus haut par rapport à ça, et valider le plus haut, ça change complètement la dynamique. Et donc, là, c'est bien d'avoir autant d'ordres parce que le cours, s'il vient, c'est bien pour le scénario bearish, je veux dire, le cours, il vient, il s'est rejeté, hop, ça invaliderait qu'on fait un plus haut et on inverse la tendance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss. Enfin, je suis pas encore rentré, mais quand je rentrais là sur les 105 000, mon but, c'est de mettre mon stop loss vers les 107 500 $ pour, jouer ce scénario baissier. Bon, sur Bitcoin, voilà pour le topo. Moi, j'ai enlevé le haut du range. Mais en gros, rappelez-vous, vous voyez, on avait le haut du range qui était par là, mais je l'ai enlevé pour faire un peu plus propre. Et ouais, là, on a vraiment cette structure sur BTC qui est typique d'une épaule tête épaule. C'est vraiment typique. Genre, on monte, on arrive en fin de tendance haussière, bam, bam, bam. Et là, derrière, on casse cette ligne-là avec la clôture des lits. Et en général, derrière, ensuite, ça suit. Et là, bam, on vient chuter fort. Et en général, on vient en target. On peut prendre l'entrée ici pour le reporter à la sortie. Et ouais, ça nous emmène pile en plus sur les 94 000. Donc, la target, si on valide ce qui est en cours, si on valide cette épaule, c'est vraiment les 94 000, 95 000. Donc, c'est pour ça que là, j'essaye de jouer ça avec
mon entrée ici, mon stop loss très serré là et ma target de TP ici. Ça, c'est pour le daily. Comme d'habitude, reste une figure chartiste. Et en fait, figure chartiste, même si on la valide, on la casse ici, on peut très bien la valider et repartir. Ça dépendra aussi des datas, comme je vous montrais, au niveau de liquidation, au niveau des shorts là qui sont super importants, qui vont pas forcément dans notre sens. Les news aussi au niveau de Trump et Musk qui peuvent faire pas mal bouger les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est le ruban. Le ruban, il nous sauve encore une fois, c'est fou. Mais le ruban, depuis les 85 000 $, on n'est jamais passé en dessous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a essayé de se rapprocher, mais on le touchait même pas. Et là, vous voyez, hier, on a commencé à plonger et on s'est arrêté, quasiment en bas du ruban et bam, on a rebondi. Derrière, comme d'hab, le ruban, c'est pas un indicateur magique qui fait qu'à chaque fois on revient dessus, on rebondit. Et je trouve qu'il est plutôt intéressant cet indicateur, comme j'ai expliqué, pour le niveau de break et aussi les premiers pullbacks qu'on fait. Mais au bout d'un moment, on passe aussi en dessous. Parfois, vous voyez, on a tout le long, on l'a pas touché. Puis au bout d'un moment, voilà, on venait s'appuyer dedans et on est bien repassé en dessous. Donc là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a le ruban qui est ici qu'on va forcément le tenir et qu'on va pas passer en dessous. Surtout que là, ça fait déjà un bon paquet de temps, enfin un bon paquet de hausse qu'on n'est pas repassé en dessous. Par contre, c'est vrai que du coup, si on valide ce scénario bearish, on revient à la 95 000, ça prendra un peu tout l'été en fait, parce que le temps de redescendre, de revenir là et après de recommencer à faire une structure, de remonter petit à petit, juste arriver ici, on va arriver en juillet logiquement, et après de refaire un étage, en fait ça peut reprendre du temps. Et on arrivera sûrement vers août dans ces zones-là. Et c'est pas plus mal, hein. Moi personnellement, c'est exactement ce que j'aimerais avoir, parce que ça permettrait d'avoir un marché qui est calme pour l'été, où en général c'est souvent le cas, d'avoir les altcoins qui sont en stand-by et que tout repart là pour la fin d'année plein pot et qu'on se régale à ce moment-là. Donc voilà, pour ça, je voulais vous montrer, tiens, la Bitcoin dominance qui du coup remonte forcément. Les altcoins chutent aussi un peu plus fort, mais c'est pas ultra évident. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais on voit qu'on a un ETH qui résiste vraiment bien face à BTC. On a le reste des altcoins qui eux résistent beaucoup moins bien. On le voit avec le Total 3, vous voyez, regardez le Total 3 qui lui chute pas mal, hein, vraiment, il est sur un plus bas par rapport à ce qu'on avait ici et ça fait mal parce que depuis les plus hauts qu'on a fait ici, on essaie de tester la résistance, on a fait moins 15% quoi. Donc les altcoins, c'est vraiment d'enfer quoi. Il y a vraiment, à chaque baisse, ils prêtent beaucoup plus cher que le reste du marché et on s'enfonce de plus en plus bas quoi. Ça fait peur. Mais quand on regarde la Bitcoin dominance, ça suit plutôt bien. Enfin, ça monte, mais c'est pas non plus une poussée énorme comme on a l'habitude d'avoir durant cette phase. Et ça, c'est grâce à Ethereum. Parce qu'en fait, là, il y aura pas Ethereum, les dominances, ça l'aurait explosé. Parce que le Total 3, lui, les autres altcoins chutent, alors BTC monte. Enfin, il performe mieux que les altcoins. Enfin, il chute moins plutôt que les altcoins. Mais par contre, le fait qu'on a un ETH qui garde quand même une grosse dominance dans les altcoins et qui résiste bien face à BTC, et en fait, ça permet à la Bitcoin dominance de quand même pas trop non plus exploser. Mais bon, BTC dominance, de toute façon, ça change pas. Je regardais ce point-là et ce point-là. Et c'est là, on aura la direction, pour que ce soit pour les altcoins, la hausse des altcoins assez fort si on casse ça. Et inversement, le retour de la tendance de BTC si on casse par le haut. Et en parlant d'Ethereum, on peut aller voir rapidement ça sur ETH. Vous voyez, on le voit en daily, donc à casser sa structure. Donc ça, c'est très mauvais. Et là, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on revient tester ça en tant que résistance. Et classique, hein, quand on revient tester ça en tant que résistance, on s'est rejeté, là, on va à la cave. Derrière, ce qui est bien sur Ethereum, par contre, c'est que, vous voyez, en H4, on n'a pas fait de plus bas. C'est-à-dire que le plus bas, il est là. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé, vous voyez, ce petit range là qu'on a en 4 heures. Mais ça peut vite arriver. Donc ça à surveiller. Et surtout, on a quelques ordres là vers 2002, 2003 qui sont positionnés, qui pourraient nous aider à repartir. Mais voilà, ça c'est à regarder en cas de chute et en réalité c'est pas ce qui est, je pense, à privilégier pour Ether. Enfin, je veux dire, c'est pas, faut pas tout miser sur le fait que voilà, on va rebondir là-dessus. Si on commence à casser ça et à casser le truc en H4, même si on a des murs ici, je pense que voilà, on passera à travers. Et par contre, ETH BTC, comme j'expliquais juste avant, on n'est pas, on est trop bien en fait. On est vraiment sur un ETH qui, pour l'instant, à court terme, vous voyez, résiste bien face à BTC. Il est pas en performance, mais il est pas non plus en sous-performance. Et c'est pas exceptionnel, mais par rapport à ce qu'on a connu avant, très bien. Vous voyez, tout ce qu'on a connu là les 2 dernières années, on n'était pas du tout là-dedans. On était vraiment dans un truc où ça faisait que aller plus bas. Tu voyais, chaque pump, pam, on se faisait éclater. Et là, pour la première fois, on a un pump, et au lieu de faire ça, on stabilise un peu. Mais voilà, c'est encore du court terme. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire que voilà, Ethereum peut partir en Ethereum saison avec l'altcoin saison derrière. Là, il faudra vraiment une cassure de ça par le haut avec une accélération haussière de la part d'Ethereum et du coup des alts derrière. Au niveau des marchés tradis, on a les S&P, Nasdaq qui, sont pas trop dégueux. Ça n'a pas non plus énormément réagi par rapport à Musk et Trump. Hein. C'est plutôt Tesla qui a pris très cher, je crois, au moins 17%. Mais le reste, ça reste assez correct. Rapidement, sur les petits trades, du coup, j'ai toujours mon trade, vous voyez, sur Cookie, qui est d'actualité. Alors, j'ai mis mon stop loss juste au-dessus de mon entrée. Pour l'instant, je suis pas trop étonné de ce qui se passe, parce que, rappelez-vous, quand il est monté assez haut, j'ai pas voulu TP parce que j'étais en mode, voilà, si je pense qu'on retrace, on risque de retracer, dans ces zones-là, mais je pense pas qu'on reviendra plus bas que ce niveau-là. Et du coup, je suis même limite à descendre mon stop loss au final, plus bas que ce qu'on a ici. Même si je suis en perte, je pense que le Cookie en fait, il viendra pas faire un plus bas par rapport à ça, ou alors c'est qu'on est vraiment sur une dynamique baissière quoi. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça, je le garde de côté. Sur Bluefin par contre, je me suis fait sortir. Alors sur Zoomake, j'avais quelques trades aussi, je me suis tout fait sortir. Sur Bluefin, il y en a quelques-uns sur lesquels je me suis fait sortir, mais c'était déjà à l'époque pic, etc.
il y a quand même le JUP sur lequel je suis toujours et le fait que pour l'instant, oui, par rapport aux autres altcoins, ça va, ça tient, mais c'est pas la folie. Et c'est pour ça que quand je vous ai expliqué mon plan là, sur les altcoins, le but c'était pas de mettre trop de capital sur ces altes là. C'est pour ça que je suis resté sur les capitales assez faibles parce que tout simplement le risque était encore élevé. Mais derrière, le but c'était d'avoir un ou deux trades qui pètent. Donc c'est ce qui s'est passé sur Cookie. Donc pour l'instant, j'ai pas encore TP. Mais par contre, ça a très bien marché sur Femex où j'avais ce trade là sur Mood qui avait explosé, où j'ai déjà pris quasiment 20 000, 18 000 $ de profit. Et là, il me restait encore 22 000 en attente. Et du coup, pour l'instant, lui, je le laisse. Pareil, mon stop loss, j'ai mis là. J'ai vraiment beaucoup de marge parce que là, en fait, il est tellement monté que là, vous voyez, même la correction qu'il a fait, c'est énorme, hein, c'est moins 50%. Mais j'ai tellement de marge avant qu'il vienne là, c'est abusé. C'est-à-dire que là, en plus des moins 50% qu'il a fait, il faudrait qu'il fasse moins 73% en plus pour me faire sortir. Donc c'est pour ça que je laisse avec un autre TP que je mets au-dessus là, vers l'ancien ATH. Là, par contre, je pourrais TP 40 000, donc ça, c'est cool. Il me restera encore 40 000. Donc, quoi pour ça? Et comme d'hab, là, que ce soit sur Bluefin, ZoomX, je vous mettrai tout dans l'inscription. Si ça vous intéresse, vous avez des bonus là en ce moment au niveau des inscriptions. Vous pouvez avoir des bonus d'entrée qui vont de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars suivant les dépôts que vous faites, le volume, etc. Et aussi les frais en moins. Vous avez moins 10, moins 20% sur vos frais de transaction. Donc, n'hésitez pas à les checker. Comme d'hab, faites attention. Ça reste du trading. Ça reste des positions que vous pouvez perdre complètement. Donc, n'ayez pas à foutre de votre capital là-dessus. Et voilà, prenez un pourcentage de votre capital, peut-être 10-20% de votre capital que vous mettez en trading et vous essayez de trader avec un money management où vous allez perdre peut-être 1 ou 2% de votre capital par rapport à la position totale que vous mettez en levier. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 4 000 € de capital en trading, vous mettez en levier x10, donc vous mettez vos 4 000 en levier x10, ça va vous faire 40 000 de position. Et du coup, vous prenez 1 ou 2% de perte sur ces 40 000. C'est-à-dire que sur les 40 000 au total avec levier x10, donc les 4 000 levier x10 qui font 40 000, vous allez perdre 1%, ça fait genre 400, et 2%, ça fait 800 $. Donc vous allez perdre par trade 400 à 800 $ sur 4 000 de capital. Donc vous allez avoir entre 5 et 10 chances, vous perdez vos capital si vous perdez 5 ou 10 fois d'affilée en fait. Donc ça évite de cramer trop vite votre capital, et derrière, ça permet de s'entraîner, voilà, un peu à tester ça. Pourquoi pour ça tiens, oui, je voulais passer ça rapidement. Et ça, j'ai gagné la Rolex, les gars. Let's go. C'était sur Artrade. J'étais refait là parce que j'avais participé au concours de Artrade. Rappelez-vous, la rafle, j'en avais fait 3. Et c'est la 3e que j'ai gagné. J'avais fait la Datejust, j'avais pas gagné. La Audemars, j'avais pas eu. Et c'est la Rolex GMT2 Master que j'ai eu. Il y avait 18 participants, les gars. Une chance sur 18. Et je l'ai remporté. J'étais refait. Et du coup, en fait, c'est pas je l'ai gagné, mais ça m'a permis de pouvoir l'acheter beaucoup moins cher. Donc, au lieu de l'acheter, le prix de la Rolex a été genre à 17 500 $, je crois, 18 000 $ sur le marché. Et ben, au lieu de l'acheter à 18 000 $, je l'ai acheté à 9 000 et quelques dollars. Donc, moins 40%, moins 50% de son prix réel. Donc, c'est cool. Et du coup, j'ai reçu cette Rolex là, il y a pas longtemps. Bon, malheureusement, je vais pas trop apporter parce que j'ai déjà expliqué, mais je suis pas trop montre. Et puis surtout, je suis un peu casse-cou. Du coup, je crois, si c'est solide Rolex, c'est sûr que je vais la péter. Puis c'est pas trop mon truc de porter des montres ou des montres chères comme ça. Mais après, je trouve que c'est un très très bel objet et du coup, je compte la garder. Je compte pas forcément la garder en mode, je vais la garder forcément en mode investissement, mais je suis pas dans l'optique de faire une plus-value dessus. Donc, je garde plus en souvenir pour peut-être quand quand j'aurai des enfants, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, très cool. J'ai acheté une Rolex à 9 000 alors qu'elle vaut 18 000. Après avoir sur le marché comment elle va remonter, mais j'ai vu qu'en 2021, je crois, elle était montée à 40 000, cette Rolex-là. Donc, j'espère qu'elle remontera à ce prix-là, ça pourrait être cool. Ah oui, dernière chose, tiens, que je vais vous montrer rapidement. On vous a fait un tweet sur l'info FI. C'est la sociale FI, donc par rapport aux informations financières. Ça, c'est en train de péter. On le voit au niveau des graphes. Et je me rendais pas compte que c'était autant. Sur ce graphe-là, en fait, on voit les performances des différentes narratifs sur les cryptos. Donc, ouais, vous avez la DeFi, vous avez Adif IA, donc au niveau des IA, agents IA, vous avez, je sais pas, les NFT, Layer 2, voilà, IA, des pins, Oracle, ouais, tout, RWA, tous les narratifs qu'on connaît habituellement. Et les deux seuls qui sont en positif, c'est Lending et Social FI. Et pensant ce FI, bah ouais, il performe complètement le reste du marché. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on se penche pas trop sur les narratifs, les nouvelles narratifs, les nouveaux altcoins, etc., parce que le marché est pas du tout apte à faire monter, pour l'instant, les altcoins, et sera peut-être plutôt pour la fin d'année. Mais quand on voit un narratif comme ça performe pour l'instant la plupart des autres narratifs alors qu'on n'est pas dans un marché qui est vraiment haussier pour ces narratifs-là, bah quand le marché va repartir et il sera intéressant pour les narratifs, ce narratif-là, ça risque d'être un des narratifs qui va le plus péter. Et ça, je vous en ai déjà parlé. En fait, ça représente quoi? C'est tous les projets comme on a eu sur Kaito, que j'avais déjà parlé, j'avais pu récupérer un drop. Il y a aussi Cookie, que je vous avais parlé, pareil, ils avaient fait Snaps, où en fait vous connectez votre Twitter et par rapport à l'engagement que vous avez sur le réseau, vous allez gagner plus de points. Et ensuite, ça vous permettra de du coup récupérer un nombre de tokens en airdrop quand ils lanceront en token. Donc ouais, c'est intéressant. Et il y en avait un autre d'ailleurs aussi que j'avais mis qui était Fantasy, je crois, avec le clout. Donc ouais, il y en a 3. Si jamais ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai le lien en description. Mais ça, c'est un truc à surveiller quand le marché repartira. Allez, je finis avec les comptes de jour de Must14006. Il me dit bonsoir, merci encore pour ta vidéo ultra pertinente. Tu fais comment pour sécuriser tes cryptos, s'il te plaît?
Enfin, comment tu t'organises, par exemple, sur tes investissements sur le long terme, exemple BTC, ETH, Solana ou autre, que tu ne touches pas souvent. Et du coup, tes trades, tu les as dit en fin de vidéo avec les différentes plateformes d'échange que tu utilises. Merci d'avance. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait plaisir. Alors ouais, question de sécurité. Alors moi, je suis dans un cas qui est quand même assez spécial parce qu'en fait, vu que je suis exposé sur les réseaux, avant je me rendais pas forcément compte. Je vis toujours un peu dans le monde de business où j'étais en mode, il va rien m'arriver et tout, tout le monde est gentil. Mais en fait, non. Et surtout en France, là, c'est compliqué par rapport à l'insécurité qu'il y a au niveau des cryptos et d'autant plus pour les gens comme moi qui sont quand même présents sur les réseaux et qui partagent un peu leur analyse, mes profits, mes pertes, etc. Du coup, là, depuis 2023, donc ça fait bien 2 ans, moi, je prends pas de risque et je suis passé en multisig. Donc, ça veut dire que mes cryptos long terme que je hold sur plusieurs années, en réalité, j'en ai même pas tant que ça parce que j'ai pas mal pris de profit pour mettre sur l'immobilier. Et en fait, actuellement, là, j'ai plus de capital en immobilier qu'en crypto, pour vous dire. Parce que, pour plusieurs raisons. Mais en fait, l'instabilité financière, l'instabilité des cryptos, même si parfois j'ai beaucoup d'argent, l'instabilité que c'est ultra stressant en fait dans la vie de tous les jours. Et j'avais envie d'avoir un truc un peu plus stable. Du coup, je me suis plus mis dans l'immobilier actuellement. Mais je garde quand même, je reste quand même très actif sur la crypto parce que j'ai quand même un capital qui est dans la crypto. Mais du coup, ouais, sur le capital que j'ai en crypto, même si moins conséquent que l'immobilier, ce que j'ai en long terme, je le mets en multisig. C'est-à-dire que j'ai un portefeuille où il est split sur, donc là c'est plusieurs personnes, donc c'est 3 personnes à différents endroits. C'est-à-dire que pour que je puisse ouvrir mon portefeuille, je peux pas le faire tout seul. Et il faut qu'on soit les 3 personnes réunies au même endroit, au même moment pour ouvrir le portefeuille. Donc c'est galère parce que ça coûte des frais, galère à mettre en place, c'est pas pratique, mais derrière c'est la meilleure sécurité que je peux avoir. Et en fait, si derrière, je sais pas, je me fais racketter, je me fais kidnapper, je pourrais pas ouvrir mon portefeuille grâce au multisig, que je le veuille ou non. En fait, si je le veux, je pourrais pas le faire. Donc ça, c'est la meilleure sécurité qu'on a par rapport à ça. Après, de votre côté, est-ce que ça vaut le coup de mettre ça en place? Si vous avez des millions, pourquoi pas? Mais si vous avez pas des millions et vous êtes pas connu sur les réseaux, en réalité, il n'y a pas forcément d'utilité à prendre ça, plus un hardware wallet avec une seule petite phrase, une seule personne qui détient cette phrase, ça suffit. Après, pour tout ce qui est plutôt capital trading, ça, moi, j'utilise plusieurs plateformes. Parce que comme je l'expliquais la dernière fois, actuellement, j'ai toujours un peu sur BitGet, mais j'utilise pas mal Bluffin et ZoomX. Vraiment, je suis full Bluffin et ZoomX, un peu Femex, mais moins parce que me plaît un peu moins cette plateforme. Mais Bluffin et ZoomX à fond. Et j'utilise plusieurs plateformes pour un peu diluer là aussi mon risque, pas avoir tout au même endroit, que ce soit l'exchange qui fait faillite, au moins j'ai pas tout au même endroit. Et on se dit, ouais, ça sert à rien, mais je vous jure, quand il y a eu FTX, j'étais content de pas tout avoir sur FTX. Même si en réalité, aujourd'hui, avec FTX, je pense qu'il y aura peu de chances qu'on ait de nouveau ça qui arrive, mais on sait jamais. Et surtout, en fait, ça me permet d'être flexible. Et s'il y a une plateforme qui me pose problème ou une plateforme qui ajoute une fonctionnalité que j'aime pas, je peux, directement basculer sur une autre. Donc, ça, c'est pour les cryptos. Après, j'ai mis d'autres moyens de sécurité en place aussi, par rapport aux cryptos, mais je peux pas vraiment vous en parler parce que sinon ça perdrait un peu le sens de cette sécurité là. Donc j'en parle pas, mais il y a 3 autres systèmes que j'ai mis en place qui permettent de sécuriser les cryptos. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, ouais, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours malheureusement, et même je trouve au niveau mental en fait par rapport au stress mental que ça peut créer, t'es beaucoup plus serein en fait quand t'as bien sécurisé tes fonds, même si derrière t'auras jamais de problème dans ta vie, ce qui est très probable par rapport à ça. Le fait d'avoir bien sécurisé ses fonds, tu es plus serein, quoi. Et t'es moins dans le truc de te dire, il pourrait m'arriver ça, parce que, voilà, j'ai pas assez sécurisé mes cryptos. Donc voilà, fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. J'essaie de vous faire un truc bien concis, bien rapide, efficace. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et à passer en inscription, je vous ai mis tous les liens qu'il vous faut, que ce soit pour Bluffin, ZoomX, au niveau du trading. Et aussi, je vous mettrai sur mon cloud pour connecter votre Twitter si vous voulez faire mal les airdrops. Donc voilà, c'est ce que je veux dire pour aujourd'hui. Moi, je dis à plus. Ciao!